Le 20 avril 2026, l'horloge tourne, un cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l'Iran expire dans moins de 48 heures. Washington envoie en urgence une délégation à Islamabad. J.D. Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner, tous dans l'avion pour le Pakistan. Pendant ce temps, Téhéran répond froidement: Nous ne viendrons pas tant que vos conditions préalables ne sont pas acceptées. Voilà où nous en sommes. Et si vous pensez que c'est une simple escarmouche diplomatique, détrompez-vous. Ce qui se joue en ce moment même pourrait redéfinir l'ordre mondial pour les 10 prochaines années. L'économie planétaire en dépend. Des millions de barils de pétrole en dépendent. Et surtout, la paix ou la guerre en dépendent. Bienvenue sur WN Decrypt. Si vous suivez cette chaîne pour la première fois, c'est le moment de vous abonner et d'activer les notifications. Parce que nous allons, ensemble, décortiquer cette crise en profondeur. Chiffres à l'appui, déclarations officielles à l'appui, réalité géopolitique à l'appui. Revenons en arrière. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes aériennes coordonnées contre l'Iran. L'opération vise des infrastructures militaires, des sites nucléaires et, fait capital, elle conduit à l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei. C'est une rupture historique. Jamais dans l'histoire moderne, une telle frappe n'avait été conduite directement contre le sommet de la direction iranienne. La réponse de Téhéran est immédiate et dévastatrice. L'opération Vraie Promesse, car des centaines de drones et de missiles balistiques frappent Israël, les bases américaines au Qatar, à Bahreïn, en Irak et des capitales du Golfe, Manama, Abu Dhabi, Riyad. Et dans la foulée, quelques heures après les premières temps à frappe, les premiers pétroliers commerciaux sont attaqués dans le détroit d'Ormuz. Ce même soir, les gardiens de la révolution islamique, les IRGC, annoncent officiellement: le détroit est fermé. Comprenez bien ce que cela signifie. Le détroit d'Ormuz, c'est le passage maritime le plus stratégique de la planète. Avant la guerre, selon les données de la Congressional Research Service, environ 27% du commerce maritime mondial de pétrole brut et de produits pétroliers transitait par là. 20% du gaz naturel liquéfié mondial également. Qatar Energy a immédiatement déclaré la force majeure sur toutes ses exportations de GNL, soit approximativement 20% de l'approvisionnement mondial. Tout s'est grippé en quelques heures. Selon une analyse publiée par la Federal Reserve Bank de Dallas le 20 mars 2026, la fermeture du détroit, combinée aux attaques sur les infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite et au Koweït, représente le choc d'approvisionnement le plus grave de l'histoire pétrolière moderne. Le Brent a bondi de 15% en quelques jours dès le début du mois de mars, pour atteindre 83 $ le baril. Les prix de l'essence aux États-Unis ont grimpé de 7,5% pour dépasser 4 $ le gallon, un niveau jamais vu depuis fin 2023. Et le problème, c'est que ça ne fait qu'empirer depuis. Selon les données de Kepler, un cabinet spécialisé dans le suivi maritime, le flux quotidien à travers le détroit est passé de 20 millions de barils par jour à seulement 3,8 millions. L'Agence internationale de l'énergie a estimé que même si le détroit rouvrait complètement demain matin, les flux pétroliers ne se normaliseraient pas avant juillet 2026. La raison? Les mines. L'Iran a posé des mines dans le détroit. Et selon plusieurs sources rapportées par CNN et Wikipédia, l'Iran aurait lui-même perdu la trace d'une partie de ses mines. Ce n'est pas une blague. Les déminages sont en cours. C'est dire l'ampleur du chaos. Et dans ce contexte catastrophique, la diplomatie essaie, péniblement, de trouver une sortie. Le 6 avril 2026, après des semaines de contacts indirects via le Pakistan, un cessez-le-feu est annoncé. Il doit durer 2 semaines. Il doit inclure la réouverture du détroit. Immédiatement, des tensions surgissent. Israël frappe le Liban. L'Iran dit que la trêve doit inclure le Liban. Israël dit non. Le 8 avril, Trump publie sur Truth Social qu'il a accepté un accord. Mais lequel? Mystère. L'Iran publie plusieurs versions du plan, avec des différences subtiles entre la version persane et la version anglaise. Et Trump, sur les réseaux sociaux, reposte le cadre en 10 points du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi,
avant de prétendre, des heures plus tard, qu'il n'avait jamais accepté le cadre iranien, qu'il avait simplement partagé le poste pour des raisons tactiques. Nous y reviendrons, parce que cet épisode résume tout. Abonnez-vous à WN Decrypt si c'est pas encore fait, et partagez cette vidéo parce que ce que nous analysons ici touche directement votre portefeuille, vos prix à la pompe et l'avenir de la sécurité internationale. Le 11 avril 2026, les négociations d'Islamabad commencent. La délégation américaine est imposante, 300 personnes selon Wikipédia. J.D. Vance en tête, accompagné de Steve Witkoff et Jared Kushner. En face, une délégation iranienne de 70 personnes, menée par le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Le Pakistan joue le rôle de médiateur. Le Premier ministre Shehbaz Sharif, le maréchal Asim Mounir et le vice-premier ministre Ishaq Dar sont tous impliqués. Les talks durent 21 heures. 3 rounds. Le premier est indirect. Les 2 suivants sont directs. Et puis, échec. Le 12 avril, J.D. Vance annonce lui-même que les pourparlers n'ont abouti à rien. La raison principale? L'enrichissement de l'uranium. Washington proposait une suspension de 20 ans. Téhéran répondait 5 ans, pas plus. Selon le sénateur américain Bill Cassidy, cité dans la presse, l'objectif côté américain était de s'assurer que l'Iran ne puisse pas développer d'armes nucléaires. Mais selon les sources iraniennes, il était hors de question de discuter du programme de missiles balistiques, et les exigences américaines relevèrent d'une capitulation pure et simple. Après cet échec, Trump bascule. Il annonce qu'il ne se soucie plus des négociations. Et le 13 avril, il lance l'opération Fureur économique, un blocus naval complet de tous les ports iraniens, impliquant plus de 10 000 personnels américains. Et là, la situation s'emballe à nouveau, parce que comprenez bien la logique interne de cette crise. Les États-Unis imposent un blocus maritime à l'Iran. L'Iran contrôle et bloque le détroit d'Ormuz. Ce sont 2 blocages qui se répondent, et tant qu'aucun des 2 ne lève le sien, il n'y a pas de base de négociation. C'est l'impasse absolue. Le vendredi 18 avril, l'Iran annonce brièvement que le détroit est ouvert à la circulation commerciale. Les prix du pétrole chument de plus de 10% en quelques heures. Espoir. Et puis, 24 heures plus tard, c'est terminé. Les IRGC reprennent le contrôle. Pourquoi? Parce que Trump a refusé de lever le blocus naval américain sur les ports iraniens. Dans un communiqué, les IRGC déclarent, et c'est rapporté par CNN, que le blocus naval américain sur les navires et les ports iraniens constitue une violation du cessez-le-feu. Et donc, le détroit sera refermé jusqu'à la levée de ce blocus. Le speaker du Parlement iranien, Ghalibaf, formule la chose simplement. Il dit « Il est impossible que d'autres puissent passer par le détroit d'Ormuz tant que nous ne pouvons pas passer. C'est une logique d'équilibre, et c'est un obstacle fondamental aux négociations. » Le 19 avril 2026, les IRGC saisissent un navire de transport de conteneurs iranien, le Tuska, 294 mètres de long, dans le golfe d'Oman. Trump qualifie les actions iraniennes ce week-end de violation totale du cessez-le-feu et menace à nouveau de frapper les centrales électriques et les ponts iraniens si Téhéran refuse de conclure un accord. Pendant ce temps, les déclarations iraniennes s'accumulent. Massoud Pezeshkian, le président iranien, publie sur les réseaux sociaux. Il écrit « Honorer ses engagements est la base d'un dialogue sincère. » La méfiance historique profonde de l'Iran envers la conduite du gouvernement américain demeure. Les signaux contradictoires et non constructifs des officiels américains véhiculent un message amer. Ils cherchent la capitulation de l'Iran. Les Iraniens ne se soumettent pas à la force. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, appelle son homologue russe, Lavrov, pour le tenir informé. Il lui dit que le comportement illégal et les positions contradictoires des États-Unis sont incompatibles avec la diplomatie. Il ajoute que les violations continues du cessez-le-feu par Washington constituent un obstacle majeur à toute continuation du processus diplomatique. Et l'Iran conclut, via ses médias d'État, « Tant que les États-Unis ne regardent pas les problèmes en face de façon réaliste et continuent de nourrir les mêmes calculs erronés qui ont mené à leur lourde défaite sur le front militaire,
Leur approche de la table de négociation ne sera qu'une perte de temps. L'Iran ne participera pas à ce théâtre américain. Voilà les déclarations officielles, d'un côté, de l'autre. Et maintenant, regardons les posts de Trump publiés ce week-end. Trump écrit « Je suis en train de gagner la guerre, et de loin. Les choses vont très bien. Notre armée a été incroyable. Mais si vous lisez les fake news comme le New York Times, vous penseriez qu'on est en train de perdre. L'ennemi est confus parce qu'il lit les mêmes médias, et pourtant il réalise que sa marine aura été détruite. Traduction libre. L'Iran lit le New York Times, et c'est pour ça qu'il est si confus. Il faut s'arrêter là, parce que c'est le niveau du discours stratégique que nous observons ici. Trump continue. Il écrit « Leurs anciens dirigeants ont majoritairement disparu. C'est un changement de régime. Or le régime islamique est toujours au pouvoir. Ses institutions fonctionnent. Le Parlement siège. Le président Pezeshkian gouverne. Ce n'est pas un changement de régime. C'est au mieux une décapitation partielle de la chaîne de commandement militaire et du guide suprême. » Trump écrit ensuite « Les médias anti-américains fake news soutiennent l'Iran. Personne ne soutient l'Iran. Ce que les voix critiques réclament, c'est la transparence sur ce qui se passe réellement, la cessation de crimes de guerre potentiels et la vérité sur l'état réel du conflit, pour que les citoyens américains puissent évaluer les décisions qui sont prises en leur nom. » Trump écrit encore « Le leadership iranien a forcé des centaines de navires vers les États-Unis, notamment vers le Texas, la Louisiane et l'Alaska, pour obtenir leur pétrole. Merci beaucoup, Donald J. Trump. » Sauf que les données disponibles montrent que l'Iran avait 4 navires en direction des États-Unis avant la guerre, et que, sur une base annuelle, la production de forage aux États-Unis était légèrement en baisse par rapport à la période Biden. Cela ne remet pas en question le fait que les États-Unis exportent beaucoup de brut. Mais le problème est ailleurs. Le problème, c'est que le pétrole est un marché international. Un choc d'offres à Hormuz se répercute immédiatement sur le WTI et sur le Brent. C'est pour ça que les prix à la pompe sont élevés. Et Trump, défiant toute logique, se compare ensuite aux grandes guerres de l'histoire. La Première Guerre mondiale, 4 ans, 3 mois, 14 jours. La Deuxième Guerre mondiale, 6 ans et 1 jour. La Corée, 3 ans, 1 mois, 2 jours. Le Vietnam, 19 ans, 5 mois, 29 jours. Et Trump conclut « Cette guerre va plus vite que toutes celles qu'il a. » C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas une stratégie, c'est du marketing. Et puis vient peut-être la contradiction la plus saisissante de toutes. Trump déclare publiquement « Je ne suis sous aucune pression, je ne suis pas en train de mendier un accord. » Et dans le même temps, Washington envoie en urgence J.D. Vance, Witkoff et Kushner à Islamabad. Elle supplie le Pakistan, par l'intermédiaire du maréchal Munir, de convaincre l'Iran de venir à la table, et l'Iran fixe ses conditions préalables. Et Washington discute de l'acceptation du cadre en 10 points iraniens. Alors si vous n'êtes pas sous pression, pourquoi adoptez-vous le cadre de l'adversaire? C'est là que le bat blesse vraiment, et c'est là que l'analyse géopolitique sérieuse commence. Parce que regardons les faits bruts. Après l'échec des talks du 12 avril, Trump a dit qu'il ne voulait plus négocier. Et puis, en quelques jours, il a changé de position. Pourquoi? Parce que les marchés plongent, parce que les prix de l'essence explosent, parce que selon Wikipédia, la perte de capacité d'importation et d'exportation liée au blocus est estimée à 435 millions de dollars par jour pour l'économie iranienne. Mais les effets en cascade sur l'économie mondiale sont comparables. Parce que Shell a averti que l'Europe pourrait faire face à une pénurie de carburant dès avril. Parce que Qatar Energy a déclaré la force majeure. Parce qu'en Asie, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon cherchent des alternatives dans la panique. Voici WN de Crypt. Nous n'avons pas d'agenda. Nous voulons simplement les faits. Et les faits disent bien ceci. Nous sommes en train de vivre le plus grand choc pétrolier de l'histoire moderne. Le détroit d'Ormuz représentait jusqu'à 27% du commerce maritime mondial en brut. Et il est fermé, ou quasi fermé, depuis fin février. 2 mois, avec des mines flottantes dont personne ne connaît exactement la position, avec un blocus naval américain, avec des négociations qui piétinent, et avec une échéance de cessez-le-feu à moins de 48 heures au moment de cet enregistrement. Parlons de la vraie question.
quel accord est réellement possible? Les deux parties sont sur des positions très éloignées. Washington voulait une suspension de l'enrichissement de l'uranium pendant 20 ans. Téhéran contre-propose 5 ans. Washington veut le démantèlement des installations nucléaires avancées. L'Iran dit que son programme de missiles balistiques n'est pas négociable. Washington maintient son blocus naval. L'Iran maintient sa fermeture du détroit. Et Washington demande maintenant, selon le sénateur Cassidy, des garanties absolues contre la bombe atomique iranienne. En face, les médias iraniens publient que les États-Unis ont également des exigences excessives au-delà de la question nucléaire. Des messages échangés entre les deux parties qui, selon Téhéran, ne dessinent pas un horizon prometteur. Et la délégation iranienne conclut que l'approche américaine de la table de négociation n'est qu'une mise en scène. Pourtant, le Pakistan continue de s'activer. Islamabad prépare depuis des jours un second round de négociations. Pakistan espère organiser des talks multijours, pas juste 21 heures. L'idée est de donner le temps aux deux délégations de trouver un cadre acceptable avant l'expiration de la trêve. Selon Al Jazeera, Shehbaz Sharif a eu une conversation téléphonique avec le président Pezeshkian. Ce coup de fil a couronné une semaine intense de diplomatie pakistanaise. Mais il y a un obstacle nouveau. Le dimanche 19 avril, la marine américaine tire sur et saisit le Tuska, un navire porte-conteneurs battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman. 294 mètres de long, saisi. Dans ce contexte, l'Iran dit « Comment pouvons-nous négocier pendant que vous saisissez nos navires ?» Et dans les heures qui suivent, les sources iraniennes transmettent aux médiateurs pakistanais. Le blocus naval américain est un obstacle fondamental, un problème de seuil avant toute négociation. Munir a transmis ce message à Trump directement. Selon les informations rapportées par Axios, un officiel américain a déclaré en substance que Trump ne veut plus se battre, mais qu'il le fera s'il se sent obligé. Ce n'est pas une position de force, c'est une ambiguïté stratégique qui peut dégénérer à tout moment. Et pendant ce temps, dans les comptes de médias sociaux proches du GOP aux États-Unis, le message tourne en boucle. Faites confiance à Trump, pas de panique. Pendant ce temps, la réalité économique est implacable. Selon l'analyse économique de la Federal Reserve Bank de Dallas, publiée le 20 mars 2026, la fermeture du détroit d'Ormuz est le choc géopolitique d'approvisionnement en énergie le plus grave jamais analysé dans leur modèle. Comprenez bien ce que cela veut dire. Plus grave que 1973, plus grave que le premier choc pétrolier, plus grave que 1979, plus grave que la guerre du Golfe. Nous sommes dans un territoire historique inédit, et l'impact est massif sur toutes les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce n'est pas seulement le pétrole, c'est le GNL, c'est le gasoil, le diesel industriel, c'est le GPL. Et, fait moins connu, c'est aussi les engrais. Parce que le Golfe Persique, selon les données de Wikipédia, représentait 30 à 35% des exportations mondiales d'urée et 20 à 30% des exportations mondiales d'ammoniac. Ce sont les intrants fondamentaux de l'agriculture mondiale. Si cette situation persiste, les répercussions sur la sécurité alimentaire mondiale pourraient commencer à se faire sentir d'ici quelques mois. C'est ça la réalité du choc que nous vivons. Et il faut le dire clairement. Revenons aux négociations. L'Iran a dit, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Araghchi, dans son échange avec Lavrov, que la délégation iranienne envisage 2 scénarios. Premier scénario, les États-Unis acceptent des conditions réalistes et des négociations sincères. Deuxième scénario, si les États-Unis ne sont pas sérieux et utilisent les médias pour de la déception stratégique et préparer une offensive terrestre, l'Iran dit clairement qu'il est prêt à la confrontation militaire et à ce qu'il appelle la punition renouvelée de l'Amérique. Ce n'est pas rhétorique, ce n'est pas du bluff, c'est une communication officielle de position transmise à la Russie et donc rendue publique de façon délibérée. Et ici, la comparaison avec le JCPOA s'impose. Trump invoque régulièrement l'accord de 2015, l'accord nucléaire iranien, pour le critiquer. Il parle de 1,7 milliard de dollars en cash livrés en avion à Téhéran dans des Boeing 757.
La réalité, documentée, est différente. Ce paiement était lié à un règlement juridique antérieur aux négociations du JCPOA relatif à une créance des gardiens de la Révolution sur des équipements militaires commandés avant la Révolution islamique. Et il a dû être converti en francs suisses et en d'autres devises parce que l'Iran était coupé du système bancaire international. Ce n'était pas 1,7 milliard en cash et ce n'était pas le JCPOA. Surtout, le JCPOA était un accord multilatéral, avec le soutien de l'Union européenne, de la Russie, de la Chine, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, avec des mécanismes d'inspection de l'AIEA, avec une adhésion mondiale. Et sous cet accord, l'Iran ne contrôlait pas le détroit d'Ormuz. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de choc pétrolier mondial, il n'y avait pas de mine flottante dans la principale voie maritime de la planète. Et voilà la contradiction fondamentale. Trump prétend que l'accord qu'il va obtenir sera bien meilleur que le JCPOA. Mais dans les meilleures leurs projections actuelles, ce que les négociateurs évoquent ressemble à une version affaiblie du JCPOA. Sur fond de détroit, toujours contrôlé par l'Iran, de blocus américain, d'économie mondiale sous choc et de ceasefire qui expire dans moins de 2 jours. Et pendant que tout cela se déroule, une autre crise simmère discrètement, au Liban. Les informations font état de frappes israéliennes près d'un café dans le sud du Liban, faisant plusieurs blessés. Israël affirme que le Hezbollah les attaque. Le Hezbollah affirme que ce sont des civils innocents qui sont visés. Trump avait annoncé le 16 avril une trêve de 10 jours entre Israël et le Hezbollah. Mais les violations s'accumulent. Le cessez-le-feu au Liban tient mal, ou ne tient pas vraiment. Et par ailleurs, au Mexique, 2 officiels américains et 2 officiels mexicains de l'État de Chihuahua ont été tués dans un accident de voiture dimanche. Ils participaient à des opérations contre des laboratoires clandestins de drogue. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré en conférence de presse qu'elle n'était pas au courant que des officiels de l'ambassade américaine opéraient dans cet État, et que son gouvernement allait examiner si la législation sur la sécurité nationale avait été violée. Elle a demandé à rencontrer l'ambassadeur américain via son ministre des Affaires étrangères. Rappel, Sheinbaum a répété à de nombreuses reprises que si le partage de renseignements et la coopération sécuritaire sont essentiels contre le crime organisé, le Mexique n'acceptera pas de soldats américains sur son sol. Cette affaire va continuer à se développer. Alors, où en sommes-nous vraiment? Dans les prochaines 48 heures, 3 scénarios sont possibles. Premier scénario. L'Iran accepte de venir à Islamabad, des préconditions minimales sont acceptées tacitement et un nouveau cessez-le-feu est négocié, probablement pour 45 jours supplémentaires, avec un cadre de négociation plus structuré. Les marchés respirent. Les prix du pétrole baissent temporairement. Deuxième scénario, les 2 délégations arrivent à Islamabad, mais ne trouvent pas d'accord dans le délai imparti. Le cessez-le-feu expire. La situation s'embrase à nouveau. Les IRGC reprennent les hostilités. Les marchés paniquent. Troisième scénario, l'Iran refuse de venir. Le cessez-le-feu expire. Et Trump, coincé entre ses déclarations d'invincibilité et l'absence de tout accord, choisit d'escalader plutôt qu'admettre un échec diplomatique. Ce troisième scénario est le plus dangereux, parce qu'il n'y a pas de sortie honorable pour un belligérant qui a proclamé la victoire totale et qui se retrouve face à un adversaire qui tient toujours le point d'étranglement le plus précieux du commerce mondial. Voilà la vérité que nous vous donnons sur WN de Crypt. Pas de spin, pas de parti pris. Des faits, des déclarations officielles, des chiffres et une analyse honnête. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, abonnez-vous, partagez, activez les notifications, parce que dans les 48 prochaines heures, les événements vont s'accélérer. Et vous voudrez être les premiers informés. Avec la profondeur d'analyse que cette chaîne vous offre, nous continuerons à vous tenir informés à chaque étape. La situation est critique, l'économie mondiale en dépend, et la paix ou la guerre en dépend.